Du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, la course à la présidentielle en République démocratique du Congo. Le président Tshisekedi a déposé son dossier samedi. Il avait effectué dans la semaine une tournée dans le Katanga. Nous serons en direct avec le porte-parole du gouvernement et ministre de la Communication, Patrick Muyaya, dès le début de ce journal. Ces révélations à Madagascar, le président du Sénat qui devait diriger le pays pendant le processus électoral a cédé sa place au gouvernement début septembre. Il a révélé à notre correspondante qu'il y avait été contraint et qu'il avait subi des menaces de mort pour céder le pouvoir pendant la campagne, comme le stipule la Constitution. Nous écouterons son témoignage dans ce journal. Et puis les élections municipales au Mozambique, elles se tiendront ce mercredi. Les 8 millions d'électeurs sont appelés aux urnes. La campagne était relativement calme, mais de violents affrontements ont eu lieu dans le nord du pays ce week-end. Reportage à suivre. En République démocratique du Congo, les candidats à la présidentielle sont dans les starting blocks pour la présidentielle, pour le scrutin. De nombreux candidats ont déposé leur dossier, dont le président sortant Félix Tshisekedi. Nous sommes en direct avec le ministre de la Communication, Patrick Muyaya. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous sur France 24. Alors, tout d'abord, l'Union sacrée, la coalition présidentielle n'a pas d'existence juridique. Le président Tshisekedi se présente en indépendant. Pourquoi ? Écoutez, le président de la République, nous savons tous qu'il est originaire de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Il y a une constellation politique qui travaille autour de lui qui s'appelle l'Union sacrée. Aidée par le texte, c'est la formule qui était la plus à même de créer justement ou de consolider ces rassemblements autour de lui pour qu'il continue l'œuvre de la reconstruction, de la refondation de la République démocratique du Congo qu'il a commencé depuis maintenant 5 ans. Alors la tournée de Félix Tshisekedi dans le Katanga, c'est le fief de Moïse Katumbi, c'est une région stratégique. On vous accuse de vouloir grignoter dans cet électorat acquis au candidat Moïse Katumbi. Qu'est-ce que vous répondez à cela ? Écoutez, le fief, le Katanga, comme toutes les autres provinces, c'est d'abord le fief du président de la République qui, dans sa mission régalienne, travaille pour s'assurer que nous avons donné ce que les peuples attendent de nous. Vous savez que nous avons un ambitieux programme de 145 territoires. En même temps, on construit plus de 1500 écoles, 700 centres de santé, 145 bâtiments administratifs. Le temps de la récolte a commencé et Lubumbashi, comme Kolwezi, c'est des étapes de la tournée d'itinérance que fait le président de la République dans le cadre de sa mission régalienne et du gouvernement parce que ça va dans l'ordre normal de choses. Il est donc hors de question de penser que quelqu'un peut considérer une province entière comme étant son fief, c'est faire faux calcul. Alors, va-t-il se rendre justement à Goma ? Sa dernière visite date de 2021. Il s'y était rendu au chevet des victimes du volcan Nyiragongo. Va-t-il se rendre au chevet des victimes de l'insécurité cette fois ? Va-t-il se rendre dans le Nord Kivu, tout simplement ? Comme il avait promis, le président de la République avait séjourné pendant 4 semaines à Goma. J'étais dans la délégation. Et dans les jours qui viennent, ce sera le Sud Kivu, le Nord Kivu et tout le pays, parce qu'il est question de s'assurer notamment des efforts qui sont faits dans la gestion de la situation humanitaire, qui est pour nous la situation la plus urgente. Et les présidents de la République, de manière régulière et quotidiennement, encore aujourd'hui, étaient en train de suivre de près cette situation. C'est pour les populations des Goma d'ailleurs que nous sommes le plus mobilisés depuis l'arrivée du président de la République aux responsabilités, parce qu'il est hors des questions que ses compatriotes continuent de payer le prix de la barbarie rwandaise qui se manifeste à travers les M23. Alors, est-ce qu'il y aura des élections dans le Nord Kivu, malgré l'insécurité ? Parce qu'on a beaucoup entendu que c'était compliqué, que l'enrôlement a été compliqué. Est-ce que le scrutin se tiendra partout, dans tous les territoires de la République démocratique du Congo ? Écoutez, les conditions ne sont pas réunies pour que les élections se tiennent dans toute la République démocratique du Congo au moment où je vous parle maintenant, parce qu'il y a une partie de la province du Nord Kivu, les territoires des Rutshuru et des Masisi, qui sont occupés par les terroristes du M23 RDF. Je dois rappeler ici que dans leur folle aventure, ils avaient pillé les sites électoraux. C'est d'ailleurs le sens du plaidoyer que le président de la République continue de faire dans le cadre de l'action diplomatique, parce que nous voulons avoir les élections les plus inclusives de l'histoire de la République démocratique du Congo et qu'il est difficile d'envisager que ces élections se tiennent sans 1,5 million de compatriotes qui sont bloqués dans cette partie du pays. Ça représente quel siège au Parlement? C'est pour ça que nous comptons sur le processus diplomatique, notamment avec plus de sanctions sur le Rwanda, qui ne veut pas faire sa part dans le cadre de ce qui est prévu dans la feuille de route de Rwanda,
pour que les compatriotes de cette partie du pays puissent être enrôlés dans les listes électorales et puissent être votés. Nous continuons de croire que cela est possible, mais c'est la commission électorale qui pourra nous dire techniquement si ce sera possible d'enrôler dans les temps qui nous restent pour que ces compatriotes, comme tous les Congolais dans le pays et ceux qui ont été enrôlés pour la première fois à l'étranger, pourront participer au processus électoral. Alors, on va recontextualiser un petit peu cette période de campagne électorale, les accusations de l'opposition, notamment sur la répression, y compris de journalistes. Notre confrère Stanis Boujakera est en prison, accusé d'avoir partagé de faux bruits, je cite, sur la base d'un article qu'il n'a même pas signé. Il y a aussi le cas de Chérubin Okende qui a été assassiné. Où en est l'enquête? Qu'est-ce que vous pouvez dire sur ces accusations? Les deux questions que vous abordez sont des questions liées. Aujourd'hui, nous avons gagné 30 places dans les classements de Reporters sans frontières. Il y a une nouvelle loi sur la presse. Jamais nous n'avons fait autant de progrès pour ce qui concerne le domaine de la liberté d'expression. Mais vous parlez de la mort d'un membre du gouvernement, en tout cas il y a quelques mois, d'un député national. C'est une situation qui nous a mis en émoi et qui a mis le pays dans une situation de terreur. Aujourd'hui, une enquête est en cours avec des experts venus du monde entier, de l'Afrique du Sud, d'autres pays, notamment la Belgique. Et le rapport qui est sorti, qui était évidemment un rapport faux, parce qu'aujourd'hui, que ce soit Jeune Afrique, que ce soit RFI, ont été notifiés préalablement, et d'ailleurs bien avant l'arrestation de M. Boujakera, que ces rapports étaient un rapport faux qui avait été créé dans le strict objectif de contraindre les Congolais de ne pas croire au rapport international qui est en cours d'élaboration au niveau du parquet. Et donc, nous sommes plutôt sereins. Il n'y a pas de climat de répression. Lorsque vous regardez les élections en 2006, en 2011 ou en 2018, vous allez constater que le scrutin de 2023 est le scrutin que nous préparons avec le plus de sérénité possible. Je pense que les opposants en mal de positionnement cherchent des refuges à gauche, à droite pour lier des questions qui ne les sont pas, parce que sur la question de l'enquête de la mort de l'honorable Chérubin Okende, nous sommes les premiers qui attendons ces résultats. C'est ceux qui ne veulent pas attendre les résultats de l'enquête qui cherchent justement des subterfuges en fabriquant de faux rapports, en faisant la publicité de faux rapports pour penser que cela pourrait être lié à nous, et les faits vont leur dire le contraire. Alors très rapidement, dans son discours samedi, le président Tshisekedi a critiqué un candidat de l'étranger, je cite. On sait qu'il fait allusion, à qui il fait allusion, au docteur Denis Mukwege. N'est-ce pas un peu dangereux de stigmatiser ainsi un candidat dans ce contexte, un candidat qui est menacé de mort et qui a été ciblé à plusieurs reprises? Écoutez, il faut regarder les choses dans le contexte. Nous connaissons la situation de la République démocratique du Congo. Vous savez que nous sommes agressés aujourd'hui et ça fait de longs mois que nous sommes en train de travailler pour sortir de cette agression. Il y a des candidats, évidemment, qui sont à la solde des organisations qui entretiennent l'insécurité. Nous connaissons les liens étroits de certaines organisations qui sont liées notamment au Rwanda. Mais pour l'essentiel ici, nous voulons que les opposants quittent la périphérie. Aujourd'hui, le docteur Mukwege a fait le choix d'être candidat, sûrement parce qu'il a compris que toute la question de la prise en charge de femmes victimes de violences sexuelles a été prise en charge, notamment au niveau de la première dame, avec la création par le président de la République du Front national des réparations de femmes victimes de violences sexuelles. Les docteurs Mukwege, comme tous les autres candidats, doivent plutôt préparer les projets alternatifs pour venir nous dire s'ils sont en mesure de faire la gratuité de l'enseignement comme nous, s'ils sont en mesure de faire le projet de couverture de santé universelle comme nous. Pour la plupart, ils sont plutôt dans des discours incantatoires, ils sont plutôt dans des discours périphériques, parce que c'est les premiers à dire que nous sommes candidats, mais il y aura la fraude, il y aura ceci, il y aura cela. Ça illustre leur état d'esprit. Nous sommes sereins derrière notre candidat et nous sommes sûrs que le moment venu, le peuple congolais nous donnera l'opportunité de continuer l'implémentation. Et nous suivrons bien évidemment cette campagne. Merci beaucoup Patrick Mouyaya, donc ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Le bras de fer se poursuit à Madagascar entre la coalition des 11 candidats à la présidentielle et le président candidat, Ange Raswell. Ils accusent la commission électorale et la haute cour constitutionnelle de favoriser le président sortant. Selon la Constitution, c'est le président du Sénat qui devrait diriger le pays par intérim durant le processus électoral. Mais à la surprise générale, ce dernier a laissé sa place au gouvernement le 8 septembre dernier. Dans une interview exclusive accordée à notre correspondante Gaëlle Borgia, il a révélé avoir subi des menaces de mort pour céder sa place au gouvernement. Je ne pouvais que céder
Cette décision n'est pas la mienne. Ce sont les mots du président du Sénat. Son destin a basculé en quelques heures dans l'après-midi du 8 septembre dernier, alors qu'il s'apprêtait à devenir président de la République par intérim, le temps du processus électoral, comme le prévoit la Constitution. Mais à la surprise générale, il a renoncé la veille de sa prise de poste. C'est donc le gouvernement qui a pris le pouvoir par intérim sur une décision de la Haute Cour constitutionnelle. Mais un mois plus tard, le président du Sénat est sorti de l'ombre. Il dit avoir subi 3 semaines de pression du gouvernement pour qu'il cède sa place. J'ai reçu plusieurs pressions venant justement donc du gouvernement qui est devenu collégial, qui prend le rôle de chef d'État par intérim actuellement. Ça venait de plusieurs personnes, mais c'était surtout quelques membres de ce gouvernement. Le chef du gouvernement par intérim n'a pas donné suite à nos demandes d'interview. Alors que s'est-il exactement passé cet après-midi du 8 septembre dernier pour que le président du Sénat n'ait pas d'autre choix que de renoncer? Eh bien, il n'a pas donné plus de détails, mais il a avoué avoir été contraint de signer une lettre de démission déjà rédigée et il a évoqué des menaces de mort. J'ai eu peur pour ma personne, mais pour moi, je fais la politique, je n'ai pas le droit. Mais bon, pour mes enfants. Donc j'ai envoyé ma fille de 15 ans déjà en France. Donc on vous a dit, vous et votre famille, vous risquez de mourir si vous ne renoncez pas. Eh bien exactement. Il n'y a pas d'autre mot à qualifier cela. C'est la méthode mafieuse. Le président du Sénat a révélé avoir prévenu le président André Rajoelina des pressions qu'il subissait, mais cela n'a rien changé. Quelques semaines après cette démission forcée, eh bien, il affirme qu'on a voulu le mettre définitivement hors jeu. Il accuse le conseiller spécial du président sortant, Jean-André Soudz, et l'ancien sénateur Sylvain Rabetsaroun d'avoir fait pression pour qu'il accepte un poste d'ambassadeur et quitte le pays. Contactés, les deux accusés nient catégoriquement les faits. Le président du Sénat avait prévenu les Nations Unies des pressions qu'il subissait. Aujourd'hui, il demande à la communauté internationale de réagir. On en vient aux élections municipales au Mozambique. Elles se tiendront ce mercredi. 26 partis politiques vont se disputer 65 municipalités. Les 8 millions d'électeurs enregistrés vont devoir trancher. Reportage de Caroline Dumais et Stéphane Kerstens. Au Mozambique, le Frelimo, au pouvoir depuis l'indépendance, contrôle tous les rouages du pays. Mais pour les observateurs de la vie politique mozambicaine, le parti au pouvoir n'a jamais été aussi faible. Le Frelimo, en tant que parti, est au bord de l'effondrement. Il y a des batailles internes énormes. Il s'agit de savoir qui prend quoi dans la grande dynamique de la corruption qui affaiblit le parti. Certains souhaiteraient lever l'immunité du président Nyusi, qui était ministre de la Défense, quand l'affaire dite de la dette cachée a éclaté. En 2013, plus de 2 milliards de dollars avaient été empruntés pour acheter ces bateaux. Une facture surévaluée qui n'avait même pas été présentée au Parlement. Alors qu'un procès est en cours, le gouvernement s'est accordé avec l'une des banques suisses impliquées dans l'affaire pour récupérer plus de 500 millions de dollars. C'est une nouvelle qui va sauver l'image du gouvernement mozambicain. Image entachée par ce scandale de la dette publique. En un sens, les gens ne vont peut-être plus regarder le gouvernement avec méfiance. Le Frelimo est aussi fragilisé par une insurrection armée qui se réclame de l'État islamique dans la province nord du Cabo Delgado. La situation s'est stabilisée grâce au déploiement de forces militaires. Les autorités affirment que les élections se tiendront normalement. Si l'on en croit les études des autorités locales, 68% de la population est revenue. Le scrutin se tiendra aussi normalement dans le centre du pays, où tous les camps de la Renamo, l'ancien mouvement rebelle qui s'opposait au Frelimo, ont été fermés. Le gouvernement a tenu à terminer le processus de désarmement, mais les ex-rebelles ne lâchent rien sur le terrain électoral. Le fait que les richesses soient mal distribuées ou qu'il y ait systématiquement de la fraude électorale, tout cela explique que parfois nous n'avons pas la paix. À quelques mois des élections générales de l'an prochain, ces élections municipales constituent un véritable test de crédibilité pour le Frelimo. Voilà, c'est la fin du journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.